Oui, dans ce cas, je propose qu'on commence et ceux qui arriveront peut-être par la suite ou sinon ils suivront l'enregistrement après. Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire qui est organisé par les jeunes chercheurs du GDRO3, qui est un groupement scientifique autour des odeurs, de l'olfaction et de l'odorat. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir la docteure Manon Raffard, qui donc va nous présenter une conférence au niveau de la compréhension scientifique de l'olfaction, dont le titre est affiché à l'écran. Du coup, Manon Raffard, c'est une docteure en littérature, professeure agrégée de lettres modernes et chercheuse indépendante. Elle va nous parler pendant à peu près 30 minutes et ensuite il y aura un temps de questions par lequel vous pourrez soit poser vos questions en direct dans le chat, soit pour que je lui lise ou alors les poser directement pour que Manon y réponde par la suite. Comme je disais aussi, la conférence est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver par la suite, comme toutes les autres, sur la chaîne YouTube du groupe du GDRO3. Il suffit juste de taper le nom du groupement et vous tomberez sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse la parole maintenant. Merci. Tout d'abord, merci Charlotte, merci Pascal de m'avoir, avec le reste du groupe GDRO3, d'avoir accepté aujourd'hui que je vous présente mes recherches. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous le savez toutes et toutes, le titre de ma présentation, c'est autour du sensorium communé, olfaction, harmonie, système nerveux, du XVIe au XIXe siècle. J'ai légèrement infléchi le titre pour refléter finalement les périodes vraiment couvertes, mais je vous promets, ce ne sera pas quelque chose de très très lourd en termes de chronologie. Donc je vais introduire très brièvement. On a un peu tendance à considérer l'olfaction comme le sens d'une sensibilité émotionnelle particulière, souvent embarrassante, parfois intrusive, prompte à se dérégler. Quand l'odorat est troublé, qu'il se fasse absent, trop présent, cacophonique, la perception olfactive devient parfois un vecteur pathologique ou retentissement émotionnel considérable. Cependant, cette vision, souvent pathologisée de l'olfaction comme sens émotionnel, à fleur de peau même, pourrait-on dire, ne va pas de soi, puisqu'elle est notamment le résultat de l'évolution de croyances scientifiques complexes sur l'échelle de plusieurs siècles, on va voir ensemble, voire plusieurs millénaires, à propos des liens, parfois ténus, parfois plus évidents, entre olfaction, le cerveau, le système nerveux. L'une de ces croyances les plus importantes, associant l'olfaction et le système nerveux, pour le meilleur et pour le pire, comme vous allez le voir, c'est celle en l'existence d'un organe neurologique dont l'utilisation serait commune à toutes les sens et permettrait des interactions entre elles, ce qu'on appelait le sensorium communé, qui correspond souvent dans les textes des savants anciens, plus ou moins au cerveau, en tout cas qui lui sert un peu de synonyme. Le sensorium communé, qui souvent conceptuellement est aussi un peu considéré comme l'ancêtre conceptuel du système nerveux central, est une notion très importante qui va dominer la conception intellectuelle de la vie des sens, à minima jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'est cette notion que je vais explorer quelque peu avec vous aujourd'hui pour essayer de montrer comment, historiquement et culturellement, nous avons hérité de cette tendance ancienne à associer plus ou moins à bon escient et plus ou moins consciemment l'olfaction à une sensibilité émotionnelle exacerbée, souvent nerveuse, souvent pathologique, capable de perturber toute l'architecture délicate du système nerveux par des effets de résonance entre tous les sens entre eux, entre toutes les parties du corps entre elles et entre toutes les émotions. Au regard de ces éléments, ma présentation va retracer quelques étapes de l'évolution historique et culturelle du sensorium communé et du rôle qui tient la perception olfactive pour montrer comment les savants des siècles passés concevaient la biologie de la perception sensorielle comme un phénomène essentiellement harmonique, parfois musical, utilisant fréquemment justement des métaphores musicales pour penser l'intégralité des perceptions, et ainsi exacerber le rôle des nerfs, de la nervosité dans la vie des sens, finalement. Dans le contexte de cet héritage intellectuel qui est encore souvent présent aujourd'hui dans la culture populaire, nos conceptions contemporaines d'hommes et de femmes du XXIe siècle sur l'olfaction comme sens de la vie des émotions apparaissent comme parfois pouvant être davantage interrogées, questionnées. Mon but n'est pas, bien entendu, de totalement chambouler 50 ans de recherche sur l'olfaction, sur le fonctionnement biologique, sur les fonctions cognitives associées à l'olfaction, mais plutôt d'attirer l'attention des chercheurs, des chercheuses du public, de moi-même, dans ma propre pratique, sur l'historicité, souvent cachée de nos propres idées, de nos propres théories, de nos propres préjugés, on va dire, scientifiques, même celles qui nous paraissent les plus originales, les plus évidentes, comme relevant du bon sens.
et de les inviter avec moi à aborder nos certitudes épistémologiques, nos certitudes, on va dire, de savants, avec un certain degré de scepticisme critique. Euh, Avant que je me lance, une petite note sur les sources et les références. Avant le début du XXe siècle, une grande partie de la littérature scientifique était rédigée et publiée en latin. Donc, par souci de gain de temps et de digestibilité un peu de ma présentation, soit je paraphrase ce que les auteurs ont rédigé en latin, soit je traduis directement. Mais je mettrai plus tard sur Al mon diaporama et vous aurez l'intégralité des sources et vous pourrez aller voir le texte latin directement si ça vous intéresse. Je trouverai aussi en fin de diaporama quelques références critiques pour aller plus loin. Bien. Premier point, quels organes pour l'olfaction? Enjeu anatomique. À partir du XVIIIe siècle, en Europe, le développement massif de l'intérêt des savants pour les sens est essentiellement lié à des raisons philosophiques. Les savants des Lumières accordent en fait une grande importance aux cinq sens qui, pour eux, sont essentiels à l'observation et à la compréhension du monde qui les entoure. C'est ce qui donne naissance à l'empirisme, au sensualisme. Dans le domaine anatomique, ça donne justement du coup beaucoup de dissections des organes sensoriels, puisqu'on se dit ben, on doit essayer de comprendre comment ces organes fonctionnent pour comprendre comment on apprend. En ce qui concerne l'olfaction, les enjeux principaux sont où se situent les organes de l'olfaction, à quoi servent-ils, que font-ils, comment interagissent-ils entre eux, et comment interagissent-ils avec tout le reste du corps. Premier point, de l'Antiquité à la Renaissance, deux visions de la biologie de l'olfaction s'opposent. D'un côté, les péripatéticiens, qui sont les héritiers d'Aristote, et qui considèrent que finalement, seule la membrane innervée du nez est l'organe permettant le fonctionnement de l'odorat, le traitement des odeurs. Tandis que de l'autre côté, les médecins, qui sont les héritiers de Galien, considèrent que finalement, c'est le cerveau, principalement, qui est responsable du traitement de l'information olfactive. Rupture importante en 1586, c'est les travaux d'un anatomiste, Arcangelo Piccolomini, dont vous voyez le nom éplié devant vous, qui d'abord était enseignant à Bordeaux, puis est devenu cardinal à Rome, et qui va signaler l'existence de plusieurs paires de nerfs très importantes qui relient le cerveau aux organes sensoriels, et notamment au nez, à la cavité nasale. Il décrit aussi le fonctionnement de ce qu'il appelle la membrane pituitaire qui recouvre l'intérieur du nez et qui est reliée, d'après lui, à la première et à la troisième paire de nerfs, d'après lui, ce qu'il appelle la dure mère du cerveau à l'époque, qui est une des couches extérieures des méninges. Et il représente cette dure mère du cerveau comme étant finalement le lieu de réunion de tous les nerfs sensoriels, ce qui suggère, d'après lui, justement, que tous les sens pourraient interagir les uns avec les autres et qu'il y aurait justement un seul organe de traitement de tous les sens. C'est à Piccolomini qu'on attribue d'ailleurs en général la distinction principale entre la matière grise et la matière rouge. Donc je vous ai mis une planche par souci d'illustration, je reviens dessus très brièvement. Vous voyez en haut à droite, donc, du coup vous avez la dame qui sert d'illustration, mais vous avez tout en haut à droite, et on zoome finalement l'illustration du système nerveux, et je vous ai mis en rouge du coup le nerf olfactif. Enfin, la première petite barre c'est le nerf olfactif, et en dessous vous avez le nerf qu'on considère, il me semble, c'est le nerf oculaire. Vous me corrigerez s'il y a des anatomistes parmi vous. Euh, et donc Piccolomini considérait que ces deux-là se regroupaient dans le nez, que du coup, potentiellement ils interagissaient au niveau du cerveau. Les travaux de Piccolomini sont très importants et il a des héritiers assez nombreux qui reprennent soit dans sa période contemporaine, soit après lui, ces résultats, favorisent leur diffusion, tout en faisant des ajouts plus ou moins curieux selon que l'auteur est anatomiste, médecin, philosophe, et selon qu'il a ou non une expérience considérable de la dissection humaine. Et un des plus significatifs que j'ai aussi ajouté un titre un peu pour alléger la présentation, parce que bon, voilà, l'anatomie, parfois, et quand on voit des planches avec beaucoup de sang, on a besoin d'alléger un peu. Au début du XVIIe siècle, c'est le médecin allemand Daniel Senner, ou Sennert, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, qui reprend les conclusions de Piccolomini sur le sensorium communé, d'ailleurs qu'il associe de manière complètement distincte au cerveau, comme étant l'organe principal de la perception olfactive via les nombreux nerfs qui les relient. Il ajoute une curiosité terminologique cependant. Euh, Seller avance que le nez serait relié au cerveau parce qu'on peut traduire comme des mamelons innervés. Il emploie les mots de mammilis ou de mamillares en latin, en rapprochant avec le latin botanique et zoologique, ce qui est quand même très curieux. Finalement, pour lui, tout au bout des nerfs olfactifs qui sont dans le nez, ce qui ferait l'interface entre l'air qu'on respire et le nez et finalement le cerveau, ce serait ces mamelons olfactifs, dans ces glandes perceptives un petit peu.
Au-delà de ce détail amusant de l'histoire de l'anatomie olfactive, cette espèce de téton nasaux, pourrait-on dire, annonce l'idée que le nez lui-même, ce n'est finalement qu'une dépendance, le bout de chaîne du cerveau, le prolongement sensible du cerveau lui-même, qui serait le centre du traitement cognitif de l'information olfactive. Bien sûr, ça n'emploie pas ce mot cognitif, il emploie le mot de spirituel, puisque pour lui, l'information circule grâce à ce qu'il appelle des esprits. Sévère est très diffusé en tant que médecin, comme en témoigne d'ailleurs l'illustration que je vous ai mis, qui est une très très belle illustration d'un de ses volumes paru en 1644 et qui représente une boutique d'apothicaire et qui représente Sévère en tant que médecin. Un autre anatomiste très important, c'est Antonio Scarpa, que vous connaissez peut-être, qui est un des plus connus, qui va favoriser justement l'installation encore de ses croyances en les interactions entre les sens au niveau du cerveau. Ces croyances qui perdurent notamment parce qu'elles sont assez crédibles dans le contexte scientifique de l'époque au regard des connaissances anatomiques qui sont à la disposition de ces savants. À partir de 1785 donc, Antonio Scarpa, heu, fait de nombreuses dissections, du système olfactif et du système auditif notamment, et il va montrer de manière certaine, l'ancrage des nerfs olfactifs dans le cerveau et ainsi contribuer dans ses textes à suggérer l'idée qu'il y aurait un sensorium commun, via le cerveau, entre la vue, l'ouïe et l'odorat, notamment. Ce que lui avance, ça ne lui est pas propre, puisque dans toute la moitié du XVIIIe et toute la première moitié du XIXe, les communautés scientifiques vont utiliser les travaux de Scarpa pour préciser davantage les liens neurologiques possiblement entretenus entre le nez et le cerveau, notamment à travers, l'idée de ramification, qui serait très importante, nerveusement entre le cerveau, au niveau du cerveau, pardon. Ces ramifications sont, à ce titre, le sujet de débats très, très houleux entre, les différentes communautés scientifiques, puisqu'on ne sait pas de manière certaine quelles sont les paires de nerfs, crâniens qui relient, l'odorat au cerveau. Donc la première, on est sûr, mais on se pose aussi la question, de la deuxième, la troisième et la cinquième. Et Scarpa est important puisque lui, il a décrit, notamment, le fonctionnement du nerf trijumeau qui se sépare en 3 branches et là, vous voyez sur une illustration d'un des ouvrages de Scarpa, en rouge tout en haut, encore le nerf olfactif, en haut du nez et en bas le nerf trijumeau. Donc, mon dessin il est pas terrible, mais il est relativement illustratif, qui se sépare en plusieurs branches et influence le reste des organes, sur la face. Donc le nerf trijumeau influence plusieurs modes de perception et c'est notamment la raison pour laquelle, par exemple, si, on sent une odeur forte, on a parfois les larmes qui nous viennent aux yeux, c'est le nerf trijumeau. Tous ces éléments, anatomiques, ont contribué de manière significative, notamment au regard des moyens qu'ils avaient à leur disposition, hein, tous ces savants, à la connaissance du système nerveux en général et notamment des organes olfactifs en particulier et des nerfs qui les innervent, justement. Cependant, l'inscription de tout le mode de perception olfactif au sein du sensorium communé, conçu comme un ensemble, harmonieux, correspondant au cerveau, suggère implicitement dans les écrits de ces savants et dans la manière dont ils sont interprétés, que les sens peuvent collaborer les uns avec les autres, au niveau du sensorium communé, et qui finalement le cerveau est souvent perçu comme un une espèce d'instrument de musique un peu harmonique, qui entraîne l'émergence de curieuses conceptions vibratoires, voire musicales, du fonctionnement des organes sensoriels et du système nerveux en général, notamment avec, à travers les travaux de quelqu'un qu'on ne s'attend pas forcément à voir ici, qui est Descartes, et je vais en parler tout de suite. C'est ma deuxième partie, olfaction et vibration des nerfs, les enjeux physiques du corps harmonieux. Hem, donc oui, en effet, à l'époque, notamment au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, on va dire, on a tendance à percevoir les nerfs comme justement, des cordes sensibles. On connaît tous un peu le cliché de la corde sensible, susceptible, de vibrer sous le coup d'un stimulus, et de provoquer des effets d'harmonie à travers tout le corps. La notion au départ, purement anatomique de sensorium communé, est alors influencée par, des éléments issus d'autres disciplines, en général des éléments plus abstraits, plus théoriques, notamment la théorie musicale, je vais en parler un peu, dont les enjeux finissent par dépasser très largement les cadres restreints de l'étude du corps humain, notamment à travers les travaux de Descartes. Les liaisons anatomiques plus ou moins claires qu'on entretient que l'époque considère, qui sont entretenues entre, le cerveau et les centres de la les organes de la perception, pardon. Toutes ces idées qui étaient des liaisons anatomiques, entre tous ces organes, vient renforcer, l'idée, que, il peut y avoir des interactions en fait physiologiques entre les différents sens, grâce au système nerveux.
qui fonctionnerait finalement comme un gigantesque instrument à cordes ou un gigantesque instrument de percussion. C'est ce qu'on perçoit un peu dans certains passages de Descartes. Je vous ai mis un extrait de la théorie des passions, de l'article 23, que vous pouvez lire à droite, mais je vais le lire quand même, dans lequel Descartes dit bien que les sensations causées par des objets excitent quelques mouvements dans les organes des sens extérieurs, en excitent aussi par l'entremise des nerfs dans le cerveau, lesquels font que l'âme les sent. L'anatomie neurologique cartésienne repose fondamentalement plus sur une physique du mouvement que sur de véritables connaissances anatomiques. Et par extension, cette physique de mouvement se transforme souvent en une physique de la vibration, profondément mécanique, comme si le corps humain était davantage une machine, plutôt un instrument de musique, un véritable organisme. Cette idée qu'on retrouve chez le Descartes tardif de la théorie des passions, on le retrouve aussi chez le Descartes très jeune de l'abrégé de la musique, où il va employer une métaphore qui peut paraître anodine, mais qui ne l'a pas été, dans laquelle, pour parler justement d'une certaine tessiture de voix, qui pour lui est importante puisqu'elle soutiendrait l'ensemble d'une pièce de musique, il dit de cette tessiture de voix, et là vous avez encore la citation et je vais la lire, qu'elle serait le nerf répandu dans tout le corps de la symphonie qui entretient et lie tous les membres. Cette analogie, qui a quand même, voilà, qui paraît assez poétique, finalement va avoir un énorme succès. Et elle a tout de ce que Bachelard considère un peu comme une de ces images séduisantes qu'on retrouve dans certains discours scientifiques théoriques, dans certains discours philosophiques, souvent tentés par les vertus modalisatrices de la métaphore, les vertus pédagogiques, on pourrait dire, de la métaphore, pour expliquer certaines idées, mais qui peuvent induire en erreur certains savants et parfois le public qui n'est pas forcément, qui ne perçoit pas forcément la métaphore. Là, il y en a une. Euh, donc cette métaphore de Descartes va avoir beaucoup de succès, elle va influencer beaucoup de ses contemporains, notamment parmi tous ceux que j'ai choisis, je vous en présente un ou deux très rapidement. L'un d'entre eux, c'est Verdries, vous avez son nom sur le diaporama, Johann Melchior Verdries, qui est encore médecin, physicien allemand, lui aussi, euh, et qui va reprendre finalement une partie des idées de Descartes dans sa médecine, ses ouvrages de médecine, puisque cette idée a favorisé beaucoup de publications où on considère que le système nerveux est un tissu complexe de fibres, ce qui contribue d'autant plus à renforcer l'hypothèse d'une harmonie physiologique au niveau de tous les sens dans le cerveau. Par exemple, Verdries, et là je traduis, décrit le processus de la perception olfactive comme un mouvement imposé aux fibrilles nerveuses, et je cite ici fibrilles nerveuses, c'est l'expression exacte du nez. Il dit, et là je cite encore, qu'elles sont agitées et remuées, fin de citation, durant l'inspiration, par les émanations infimes des corps odorants, et que finalement cette agitation, ce mouvement, remonte jusqu'au cerveau, et c'est ça qui fait qu'on perçoit les odeurs. Verdries est un médecin très reconnu de son temps, mais il est aussi physicien, et ça c'est important, puisqu'en tant que physicien, bien qu'il reconnaisse la nature chimique des particules odorantes, il n'en reste pas moins qu'il voit tout à travers un peu l'idée du mouvement vibratoire, puisque c'est la théorie qui est importante à l'époque. Comme si finalement, pour lui, les molécules olfactives sont un peu les doigts d'un pianiste venant toucher des touches et propager une information vers le cerveau via la cavité nasale. On retrouve ce type d'idées chez d'autres personnes, chez d'autres savants plus ou moins connus. Un qui est important culturellement, c'est Swedenborg, lui qui parle de trémulation. Il est surtout connu Swedenborg, et c'est pas très juste pour lui, je trouve, pour l'influence littéraire, philosophique plutôt, qu'il a eue en France sur Baudelaire et Balzac, notamment à travers la doctrine des correspondances, qui est plus une doctrine religieuse et philosophique. Mais on a tendance à oublier que Swedenborg, avant tout ça, était un homme de science qui a laissé un corpus de physique, de chimie et de physiologie très conséquent, et qui a notamment inventé une des premières machines à voler, et cette machine à voler a été plus diffusée en Europe d'ailleurs que celle de Léonard de Vinci, donc il y a un peu débat à ce niveau-là. Bref, Swedenborg, très connu à son époque, publie beaucoup. Et en 1719, il fait un grand tour en France, il vient à Paris, il étudie les maths, et il est probablement exposé aux écrits de Descartes. Quand il revient de Paris, il formule sa propre biologie mécaniste, basée sur un principe vibratoire. Pour lui, le rapport harmonique des différents organes et des différentes modalités sensorielles dépend de ce qu'il appelle les trémulations des nerfs, qu'il perçoit comme des fibres, les nerfs, hein, pas les trémulations. Pour lui, les nerfs, ce sont des fibres, des petites cordes, capables d'entrer en résonance les unes avec les autres. Ce sont des principes qui sont complètement analogues à ceux de l'acoustique.
Il va développer un peu ça dans toute son œuvre pendant très longtemps, jusqu'à un certain point où finalement, pour lui, et là je paraphrase encore ce qu'il dit en latin, les différentes odeurs, l'odorat ferait la distinction entre les différentes odeurs selon la forme que prendraient les molécules, un peu comme si on avait affaire à une clé, une serrure. Alors même que les impressions olfactives produites dans la cavité nasale se propageraient dans tout l'organisme sous la forme de véritables vagues vibratoires ou d'ondulations, c'est ce qui désigne sous le nom de trémulation. D'ailleurs, on trouve le mot trémulation chez Descartes. Je me demande s'il n'y a pas un peu ici un effet d'influence vraiment explicite. Ce développement esquissé d'un système combiné neurologique vibratoire dans le domaine des sciences naturelles annonce finalement la notion qui sera purement philosophique cette fois chez Swedenborg de correspondance pour laquelle on l'a reconnu, la postérité l'a reconnu, et qui est vraiment au contraire quelque chose de très, on va dire, presque mystique. Je ne vais pas revenir là-dessus. Enfin, ouais, j'ai pas le temps. Donc ça ne se limite pas au contexte germanique et au contexte nordique, c'est aussi présent en France, notamment grâce à l'influence de la culture romantique qui diffuse les connaissances littéraires, on va dire, en tout cas la culture littéraire et la culture scientifique germanique vers la France, notamment au début du XIXe siècle. On l'observe chez le médecin Pierre-Jean-Georges Cabanis, qui est très important culturellement et scientifiquement. Et Cabanis va dire, je cite, qu'il y a des correspondances continuelles entre tous les sens, au sein desquels leurs organes peuvent se trouver unis par des relations plus particulières et plus intimes. Fin de citation. Il considère même, et là je cite, leurs fonctions respectives peuvent devenir plus spécialement dépendantes les unes des autres. Donc Cabanis, médecin, avec l'autorité qu'avait sa fonction à l'époque, considère que les sens interagissent les uns avec les autres. Euh, les idées de Cabanis ne lui sont pas propres, elles s'inscrivent dans ce qu'on a appelé l'organicisme, qui est une doctrine qui considère que toutes les parties d'un organisme interagissent les unes avec les autres et sont interdépendantes, qui est très très, comment dire, qui a beaucoup de succès autour de 1800, notamment une figure importante qui est Xavier Bichat, qui compare la membrane pituitaire dans le nez aux autres types de membranes du corps. Donc pour lui, si elles sont un peu pareilles, elles devraient fonctionner pareil, elles devraient pouvoir interagir. Et pour vous montrer à quel point c'est un phénomène culturel, je vous ai mis un portrait de Bichat, qui justement, je trouve, fait quand même très culture romantique. Il fait un peu Chateaubriand, Napoléon. Euh, Ce qui montre bien qu'on a affaire à des phénomènes finalement de porosité culturelle, à la fois sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan scientifique, entre la culture germanique et la culture française. Donc il y a beaucoup d'autres organicistes, je pense que j'aurais pas le temps de tous les citer. Un qui est très important, c'est Claude Rocher de Rack, je vous ai mis une citation, mais il y en a plein d'autres, je vais passer dessus assez vite, qui disait lui aussi qu'il n'existe pas seulement une correspondance entre le cerveau et chaque sens en particulier, mais il existe aussi une entre le cerveau et plusieurs sens à la fois. Tous ces éléments contribuent, et ce sera ma dernière partie, à nourrir des théorisations très très curieuses sur le fonctionnement du système nerveux comme finalement un objet musical, quelque chose qui résonne. Donc j'appelle ça, j'ai utilisé le mot de vibrationnisme, mais c'est pas un très beau mot, j'utilise un peu, c'est une terminologie fonctionnelle, on va dire. Une sorte de vibrationnisme scientifique à la française qui pense les interactions entre les sens comme des rapports harmoniques auxquels participent les nerfs en entrant en résonance les uns avec les autres, via le sensorium combiné qui est en fait, pour les savants de l'époque, l'équivalent du cerveau. On retrouve donc une terminologie acoustique particulièrement omniprésente dans les écrits scientifiques de l'époque, soit de manière métaphorique pour expliquer ce qu'ils pensent du système nerveux, soit de manière très littérale, ce qui est faux finalement. Euh, mais ça amène quand même à beaucoup d'erreurs dans les textes et de confusion sur le fonctionnement de l'olfaction, avec des conceptions vibratoires qui se propagent de plus en plus. Pour vous montrer à quel point elles étaient populaires, ces conceptions vibratoires de l'olfaction, sur le plan physiologique, il y a une vraie popularisation des images musicales dans les textes de sciences. Euh, j'ai été voir dans des textes justement qui relevaient plus de la vulgarisation pour voir si on retrouvait cette métaphore cartésienne des nerfs comme quelque chose de musical, moins des nerfs olfactifs. Et j'ai trouvé, dans un ouvrage de 1775, qui est un ouvrage de vulgarisation rédigé par un avocat, un certain G. Grivel, dont on ne sait pas grand-chose, tout l'ouvrage, et il le dit dans le titre, à destination des pères de famille et des instituteurs.
Et il dit de l'odorat, je cite, qu'il n'est que la sensation de la membrane pituitaire occasionnée par des molécules odorantes qui s'exhalent des corps et viennent les frapper. Toutes nos sensations viennent donc par la percussion des objets extérieurs. Alors, je suis pas dans la tête de Grivel, bien entendu, mais je pense que l'idée de la membrane pituitaire a dû lui évoquer la membrane d'un tambour, par exemple. Du coup, il a perçu le fonctionnement de l'odorat comme quelque chose de percussif, un peu comme un code, finalement, un rythme qui revenait jusqu'au cerveau depuis la membrane pituitaire, sur laquelle on pourrait taper comme sur un tambourin. Conception qui est très curieuse, je vous l'accorde, mais qui est extrêmement courante à l'époque. Au-delà de ces effets de popularisation, ça entraîne aussi une étrange cohabitation épistémologique entre les théories vibratoires de l'odorat et les théories corpusculaires qui, nous le savons, sont euh, plus correctes scientifiquement. Notamment dans un ouvrage de 1755 qui au départ était un traité de distillation pour de l'alcool, d'un certain Poncelet qui s'appelle La chimie du goût, qui est assez facile d'accès et qui va justement décrire la conception d'un orgue à liqueur. Donc c'est un peu l'ancêtre de l'orgue de Des Esseintes, vous savez, où on tape sur des espèces de, comment dire, sur des touches et plusieurs liqueurs coulent et ça fait une harmonie dans la bouche. Enfin voilà, c'est ça l'idée. Et il est assez particulier, Poncelet, en ce que lui, il fait collaborer de façon complètement indistinguée euh, la vibration et l'émanation corpusculaire, ce qui est un peu paradoxal. Il va dire des choses comme, et je cite, que la diffusion des odeurs est comme une vibration plus ou moins forte des sels volatiles et des soufres à travers l'air jusqu'au nez. Donc il emploie les termes sels volatiles, soufre, qui sont des termes de chimie, mais par contre, il considère quand même qu'il y a une vibration en fait, au niveau des organes sensoriels, ce qui est très 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 curieux. Ce genre d'idées, ça provoque beaucoup d'agacement dans certaines communautés scientifiques, notamment chez les savants de l'encyclopédie, Diderot d'Alembert et leur rédacteur principal pour la physiologie, qui est le chevalier de Jaucourt, qui se sent obligé quand même, dans l'article qu'il consacre aux nerfs physiologie, de bien préciser que les nerfs sont bien trop mous et bien trop doux en fait dans leur texture pour pouvoir vibrer, et que cette idée finalement là n'est que erreur et qu'il faut s'en séparer. Donc voilà, personne n'est d'accord en conclusion. Dernier point, au XIXe siècle, finalement, les idées, malgré l'idée de la vibration olfactive qui remonte jusqu'au cerveau, continuent à se diffuser chez les scientifiques et dans le public, soit littéraire, soit plus général, d'une manière qui est assez incontrôlable finalement. À tel point qu'elle reste une vérité communément admise jusqu'à la fin du XIXe siècle, avec plus ou moins de variations, plus ou moins nuancées. Ces croyances sont si répandues que la conception du sensorium communé comme un organe vibratoire va nourrir des réflexions philosophiques, scientifiques très diverses, plus ou moins élaborées, dans la lignée d'une vision mécaniste et déterministe de la biologie humaine. Et pour vous dire à quel point c'était commun, j'ai été chercher vraiment dans la presse, pour le coup. J'ai trouvé cet extrait d'une contribution anonyme de 1828 dans un journal qui s'appelle Le Corsaire, où l'auteur dit: L'homme n'est en réalité qu'un immense clavecin à touches innombrables, et ses fibres, que l'anatomiste le plus exercé ne saurait signaler toutes. Autant de cordes que le doigt invisible d'une influence, que le doigt invisible d'une influence extérieure, mais en vibration. Donc finalement, la modélisation médicale du système nerveux est très très courante, et je voulais quelque chose que je voulais vous dire sur la diapo d'avant, j'ai oublié. Et je pense qu'une des raisons qui est importante, qu'il ne faut pas négliger, c'est l'influence des illustrations dans les traités scientifiques et les traités d'anatomie en particulier. Donc là, sur l'illustration, vous voyez à gauche le système vasculaire et à droite le système nerveux. Et je trouve quand même que dans la représentation du système nerveux, il y a quelque chose de l'instrument à cordes, peut-être de la contrebasse, je ne sais pas, au-delà. S'il y a des musiciens parmi vous, vous pourrez statuer. Et cet exemple-là est pas unique en fait. La plupart des représentations visuelles du système nerveux ont tendance à ressembler à ça à l'époque, et je pense que ça a joué un rôle dans la diffusion de croyances en un paradigme vibratoire du fonctionnement du système nerveux et du système olfactif, dans une moindre mesure. Donc, cette modélisation musicale du système nerveux vient s'inscrire dans une remise en cause du libre arbitre comme fondement de l'existence humaine.
Et les perceptions sensibles, et les émotions qu'elles font naître, notamment l'olfaction, la peur, la convoitise, le dégoût, ces émotions très fortes, sont considérées finalement comme les seuls moteurs des comportements humains. Et la conception vibratoire du système nerveux, de la perception sensorielle, vient appuyer finalement une vision de l'homme comme une espèce de machine à sentir, uniquement contrôlée par ses perceptions et ses passions. Et c'est ça que je trouvais finalement assez intéressant dans cette conception-là. Il y a quelque chose un peu du déterminisme cognitif avant l'heure. C'est quand même très curieux. Conclusion. Ah, je suis dans les temps, c'est parfait. Conclusion. euh, Bien qu'erronée sur le plan strictement biologique, c'est difficile de dire que les nerfs vibrent, hein, voilà. Bien qu'erroné sur le plan strictement biologique, le modèle vibratoire neurologique n'en vient pas moins influencer la réflexion scientifique de savants qui avaient une véritable légitimité à leur époque. Donc, comme quoi, voilà, euh, euh, des erreurs qui ont eu beaucoup de succès. Que ces savants soient amateurs ou confirmés, dès qu'il s'agit de penser le fonctionnement de l'olfaction par rapport aux autres sens. Donc l'idée de la résonance, de l'harmonie, c'est aussi pour penser finalement l'idée que peut-être les sens n'ont pas forcément des fonctionnements séparés les uns des autres. Dans ce contexte-là, en tout cas. Le modèle vibratoire du système nerveux est essentiellement abandonné à la fin du 19e grâce aux travaux de Ramon y Caral. Je vous ai encore mis l'illustration parce qu'elle est vraiment particulièrement belle, cette planche, d'un des traités de l'époque. Mais cependant, l'expression sensorium communé, pour parler du cerveau, va rester toujours très utilisée, et un des exemples les plus significatifs sont les travaux de Jules Soury, dont vous avez le nom écrit au tableau, qui publie notamment en 1903, il me semble, deux volumes très 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 longs, plusieurs milliers de pages, une histoire qui est quasiment exhaustive du système nerveux, et qui est vraiment très à la page, scientifiquement dans son contexte, et qui utilise l'expression sensorium communé pour défendre plutôt une psychologie de l'association dans son contexte. Donc l'expression reste et elle est toujours utilisée, mais elle change le sens. C'est quand même très curieux. Et avant de conclure finalement, je voudrais peut-être ouvrir la discussion par une question. Tous ces éléments-là, au fur et à mesure de ma recherche, ça m'a amené à me demander comment on pouvait penser le rapport de l'olfaction aux autres sens, sans se laisser attraper par les images séduisantes de la vibration, de la résonance, ce côté très de l'imaginaire musical. Je me demandais si vous, venant d'autres disciplines que de la mienne, vous aviez aussi été confronté justement à un imaginaire scientifique qui est parfois faussé, qui ne correspond pas aux résultats empiriques, et quel rapport, quelle réaction vous aviez eu, comment ça s'était passé. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup Manon, merci d'avoir respecté les temps et encore toutes nos excuses pour les petits contretemps qui vous ont peut-être un petit peu stressé. Maintenant, on va passer à un temps de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou alors les poser directement à l'oral pour que Manon puisse y répondre. Mais, deux, trois références théoriques s'il y en a qui les veulent. Et je mettrai mon diaporama sur HAL dans quelques jours. Merci beaucoup. Et puis après, il y aura la La rediffusion vidéo. de l'enregistrement qui sera sur YouTube. Donc, il y aura aussi l'accès vers toutes ces sources. Mm. Non, pas de questions. Si, Pascal. Alors, j'ai une question. Parfait. Alors, il y a une question de Stéphanie qui demande quand a-t-on arrêté d'assimiler le système olfactif à un organe vibratoire? Assez tardivement, dans les écrits scientifiques, du coup, en fait, il y a une séparation assez majeure entre ce que les scientifiques disent dans leurs écrits à la fin du 19e siècle ou pendant la seconde moitié du 19e siècle, ils sont passés à autre chose et on abandonne un peu le paradigme vibratoire des nerfs, mais ça reste dans la culture populaire et on voit des choses justement chez des philosophes ou des personnes normales qui écrivent leurs journaux, qui vont utiliser des métaphores
où ils disent bien mes nerfs vont vibrer sous le coup de la musique ou je sais pas quoi. Donc là, il y a une vraie rupture en fait à partir du milieu du 19e siècle entre la communauté scientifique et le public général, qui correspond finalement au moment où certaines disciplines scientifiques sont vraiment institutionnalisées. Euh, pour les scientifiques, pour répondre à votre question, c'est le milieu 19e. Pour le public général et le public, on va dire, littéraire, ça va être beaucoup plus tardivement, ça va être plus milieu du 20e, mais je pense qu'il y a des gens qui y croient encore. En tout cas, se laissent influencer par ça dans certains écrits en littérature, en tout cas. Merci beaucoup pour votre réponse. Et elle ajoute, pourquoi s'est faite cette rupture grâce aux autopsies ou à l'étude des corps? Oui, complètement. C'est vraiment les progrès de l'anatomie qui ont fait que finalement, on s'est dit, mais c'est pas possible, les nerfs sont bien trop mous, cette idée de la vibration, et finalement aussi les dissections au niveau du cerveau, où on a commencé à penser le cerveau comme une série de cellules séparées, avec les différents lobes, tout ça, chacune avec des fonctions spécifiques. Donc ça, c'est plus Broca, notamment. Les travaux de Broca ont été très importants pour qu'on arrête de penser l'idée qu'il pouvait y avoir une harmonie au sein du sensorium communé. Donc c'est ce type de travaux. Et sur l'histoire de Broca, il y a un livre qui est intéressant, c'est celui de Nelia Diaz, qui s'appelle La mesure des sens. Je vais le mettre dans le chat, S'il vous plaît, oui. où justement elle fait toute l'histoire du développement, la mesure des sens. Euh, Toute l'histoire du développement de l'anthropologie comme discipline, mais aussi des dissections du cerveau et de la séparation des cinq sens finalement, en plusieurs organes, qui a une histoire très compliquée. Merci beaucoup. On peut prendre une autre question s'il y en a une. Pascal en avait une tout à l'heure. Ouais, moi, je veux bien poser ma question. Désolé, j'ai eu un petit problème de son, de réglage d'ordinateur. Alors, ma question, ça va un peu, je pense, vous y avez un peu répondu, je pense, par la conclusion et peut-être la question de Stéphanie aussi fait un peu appel à ça. C'est comment vous avez choisi la période de votre étude? Pourquoi s'arrêter au 19e siècle? Alors, vous expliquez qu'à partir du 19e siècle, la théorie vibratoire est arrêtée enfin, a été compromise en fait par les travaux de Ramon y Caral. Je pense que c'est un événement important en fait qui a, a facilité votre choix, mais en fait on voit aujourd'hui que l'analogie en tout cas avec la musique, elle persiste. En tout cas pour vulgariser ce que c'est que l'olfaction, c'est une image qu'on a encore, qu'on utilise encore, et même nous, en neuroscientifiques, pour communiquer auprès du grand public ou parfois pour même comprendre ce que c'est que le code combinatoire des odeurs. On l'utilise encore, cette image, et je trouve ça intéressant de voir que ça persiste. Alors, même si ça a ses limites, c'est quand même quelque chose qui existe encore aujourd'hui et du coup qui donne envie de continuer un peu votre analyse encore aujourd'hui à l'époque contemporaine. Donc vous voulez savoir ce que je pense sur le XXe siècle, en fait, c'est ça? En quelque sorte, oui. Oui, je pense qu'il y a un terrain de recherche sur le XXe siècle. Le problème étant, enfin, c'est pour des questions purement logistiques où, comme les textes ne sont pas encore dans le domaine public, c'est beaucoup plus difficile d'accès que la majorité de la littérature scientifique du XIXe siècle est dans le domaine public. Donc, je peux très facilement avoir accès aux sources dont j'ai besoin en ligne. Mais par exemple, ben, vous connaissez sûrement Anne-Sophie Baruch, qui a fait un livre voilà, qui a eu beaucoup de succès sur Dora. Mais elle a aussi ce livre qu'elle a extrait de sa thèse. Sa thèse, au départ, c'est une thèse d'épistémologie et elle parle, elle, de la considération de l'olfaction au XIXe siècle. Il me semble que le titre de sa thèse, c'est Making Sense of Smell, mais je ne suis pas sûre. Je le mets dans le chat et je le mettrai dans le diapo quand j'aurai retrouvé. La thèse est en ligne, elle est en accès libre. Baruch. Et donc, elle parle au XXe siècle justement de l'épistémologie de l'olfaction. Elle parle surtout elle, du conflit entre finalement les physiciens qui essaient de défendre un paradigme vibratoire par analogie avec la vue et l'ouïe dans la diffusion des odeurs, par opposition aux chimistes. Mais pour le XXe siècle, pour l'anatomie, je pense qu'il y a des choses à faire, oui. Et si un jour j'ai l'occasion de le faire, je le ferai, j'irai voir comment justement vous, neuroscientifiques du XXe siècle, vous utilisez encore ces métaphores pour communiquer avec le public. Et pourquoi ça parle autant au public aussi, ces métaphores-là musicales? Pourquoi est-ce qu'on a une culture finalement qui est très sensible à ça?
Et pourquoi est-ce que culturellement on a besoin de l'idée de l'harmonie en fait pour s'intéresser à l'olfaction? Ça aussi c'est intéressant. Mais ça c'est plus pour des raisons religieuses, je pense. Mais, voilà. D'accord, merci. Je propose qu'on clôture la séance s'il n'y a pas d'autres questions ou alors de rebondissements par rapport à la question que vous aviez posée en conclusion, qui est très intéressante par ailleurs. Oui, non, il semblerait pas qu'il y ait... ouais. Non, il semblerait pas qu'il y ait d'autres questions. Je vous remercie encore pour cette présentation. Je remercie à tous les participants et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci Manon.